Jungle. Allez, bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire sur Sport FM. Et c'est tous les vendredis à partir de 14h. DLN2E reprend service. Ça, vous l'avez su depuis un moment. Il y a eu encore un petit flottement. On s'est loupé 2 semaines durant. C'est un peu ça. Mais dans l'unité des éperviers, c'est le numéro 39 aujourd'hui. Et nous décryptons l'actualité des sélections, les joueurs, le staff technique, le COMEX et toute l'ambiance autour. Et dans l'unité des éperviers, toutes catégories confondues. Ensemble, on continue donc de sonner la mobilisation et d'intensifier la sensibilisation en vue de la reconstruction du football togolais. C'est pour ça qu'on est là tous les vendredis à pareil avec, naturellement au menu, double confrontation entre le Togo et le Burkina Faso en mars prochain. La question de l'effectif des éperviers se pose toujours et c'est avec acuité. Qui sont ces cadres de la sélection togolaise aujourd'hui? Seront-ils présents à cette confrontation que nous surnommons à notre manière Opération Ouragan? Et puis, quel doit être le rôle du public sportif lors de ce rendez-vous capitalissime? Et puis, on fera également un tour des Togolais en club avec le coup d'œil habituel sur l'actualité des joueurs togolais expatriés, la tranche des auditeurs. Bien sûr, à vous l'antenne, vous serez là pour nous dire 2 mots. Et puis, dans le nid des éperviers, vous savez très bien que c'est avec la technique, en tout cas depuis quelques temps. C'est Théo Ajab que nous avons. Et puis au studio, comme d'habitude, les chroniqueurs qui sont présents. Franck Nounyama et Angelo Foli, que ce sont donc les 2 attaquants extrêmement lucides et très astucieux. La présentation, je suis Aimé Le Bon. Voilà, pour contenir et conjurer tous ces dangers. Qui viendront donc de ces 2 attaquants percutants que nous avons. Alors, DLN2, voici comment c'est parti. Vivement que les éperviers reprennent l'envol. Bon, c'est tout le mal que nous leur souhaitons. Et c'est ce pourquoi tous les vendredis et tous les jours d'ailleurs, nous essayons donc de faire en sorte que les éperviers, que les sports togolais, mais aussi et surtout que le football togolais prenne justement son envol. Franck Nounyama, bonjour, bienvenue. Merci, bonjour Aimé, bonjour à toutes et à tous. Angelo Folique, merci d'être là, bonjour. Salut Aimé, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout va très bien. On gère tout simplement, comme toujours. Oui, on gère simplement et comme toujours. En tout cas, le sujet qui nous retient toujours depuis quelques semaines déjà, Franck Nounyama, c'est bien sûr la double confrontation entre le Togo et le Burkina Faso, qui est donc en mars prochain. Et la question de l'effectif des éperviers se pose toujours avec autant d'inquiétude et de panique. Justement, les Togolais s'interrogent sur la forme réelle de leurs éperviers aujourd'hui. On ne peut pas donc leur en vouloir pour ça. Justement, ils peuvent se poser beaucoup de questions. Qui sont ces cadres de la sélection togolaise aujourd'hui, Franck? Oui, quand on parle de cadres, on pense déjà au capitaine des éperviers, naturellement Djenda Konam, qui évolue du côté de la Liga espagnole, Getafe. Le club est actuellement, on va dire, dans les profondeurs du classement menacé de relégation, dans la zone rouge, ce qui veut dire que le club ne va pas bien. Est-ce que cela veut dire que Djen aussi ne va pas bien? Si le club ne va pas bien, ça peut être le cas. Que moralement également, le il joueur, n'est pas en prend un coup. Voilà, ça peut prendre un coup et puis en sélection, même si c'est pas la même chose, ça peut déteindre un peu sur la prestation du joueur. Donc le capitaine, souvent, c'est lui qui porte l'équipe, c'est lui qui, on va dire, est la locomotive, c'est lui qui envoie, on va dire, l'âme de l'équipe. Qui est un peu l'âme de l'équipe, qui envoie des inspirations positives à tout le groupe. Maintenant, s'il est un peu en dedans, ça peut également agir sur le groupe. Négativement, bien sûr. Voilà. Un autre cadre, par exemple, c'est Labafodo. On le connaît. Il était annoncé comme le remplaçant, le successeur d'Emmanuel Adebayor. Mais depuis le dernier match d'Adebayor, le 24 mars 2019 à Cotonou, au Bénin, il n'arrive pas à tenir, on va dire, ce titre qu'on lui a donné. Il fait bien. On tentait de lui donner. Voilà. Il fait bien dans son club. Mais dès qu'il arrive ici, ce n'est pas la même chose. On se pose 1001 questions. Qu'est-ce qui se passe? Justement. Qu'est-ce qu'il se passe? Depuis, on n'arrive pas à trouver la solution. Peut-être les joueurs qu'il a, on va dire, autour de lui de l'autre côté, il n'a peut-être pas les mêmes joueurs ici. Peut-être c'est pas, on va dire, la même vision de jeu que l'entraîneur de l'autre côté par rapport à Paulo Duarte. On n'en sait rien. Maintenant, le souhait, c'est que le joueur se réveille et vient marquer beaucoup de buts ici. La dernière fois, il était le joueur du mois de l'autre côté. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand on prend
Placafessou qui a pris des galons depuis l'arrivée, on va dire, de Paolo Duarte. Mais malheureusement, lui, il évolue dans un championnat exotique, quelque part en Biélorussie. Est-ce qu'il joue des matchs complets? On ne sait pas trop. Quand on prend également Alexis Romao, oui, c'est lui, on va dire, le plus expérimenté. Il en a vu dans sa carrière de footballeur. Il a porté cette équipe. Il était à la Coupe du Monde en 2006. Aujourd'hui, est-ce que c'est suffisant? Bon, c'est pas suffisant, mais il peut également, on va dire. Donc il apporte son expérience. Son expérience. C'est clair. Il a du vécu. Et c'est parce qu'il n'y a pas mieux que, naturellement, on le fait appel. Oui, mais quand il est aligné dans son club, on n'a pas l'impression qu'il a 38 ans ou 39 ans. Donc, c'est un joueur qui est toujours d'actualité, à qui on peut faire confiance. Un joueur qui peut également jouer ce rôle de cadre, mais on ne semble pas lui donner, à mon avis, c'est Kevin Denke. Kevin Denke qui, dans des situations difficiles, a pu sauver cette équipe. Vous le mettez parmi les cadres? Pour moi, oui. Il a quand même l'étoffe d'être aux côtés des cadres. Oui, donc Kevin Denke, malheureusement, depuis un moment, on ne lui fait pas confiance. Donc, ce sont ces joueurs autour desquels l'équipe nationale peut avoir une certaine confiance. Maintenant, est-ce qu'ils sont en forme? C'est la question qui se pose. Angelo Folicoin, bon ben voilà, Franck qui tentait justement d'énumérer quelques cadres dont disposent les éperviers du Togo. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que la liste, on sait, hein, quand on parle des cadres aujourd'hui, la question de savoir s'il en existe, oui, les cadres, c'est naturellement ceux qui arrivent à porter l'équipe. et qui ont peut-être un certain vécu. Oui, si je ne vais pas trop exagérer, minimum 10 ans de présence en sélection. Mais bon, qui sont ces joueurs-là? Vous avez justement posé la question. Est-ce qu'on en a suffisamment de bonne qualité? Point d'interrogation. Revenir un peu sur le cas de Jane, là où je reste sur ma soif, je ne dénie pas du tout sa qualité en matière de joueur, toute l'expérience engrangée, mais c'est le côté de la niaque, la grinta, ce joueur en tant que capitaine qui doit haranguer les autres et leur prodiguer des discours assez positif, d'abord sur le terrain, parce que ça dépend également souvent de l'attitude, même il y a un message corporel que le capitaine dégage. Que ce soit avant les matchs, même à l'entraînement et même pendant les matchs à enjeux intéressants, mais je ne le vois pas vraiment dans ce rôle. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus un capitaine taiseux, qui n'aime pas peut-être parler, qui préfère juste placer un ou deux mots, mais je me dis, quand on est en sélection nationale, c'est la cause nationale. C'est les millions de Togolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, même ceux de la diaspora qui s'identifient à cette sélection nationale. S'il y a cette possibilité de le voir beaucoup plus impliqué dans le jeu et surtout dans sa façon de parler, je pense que ça peut être un plus, en tout cas pour ce groupe que nous avons. À Romao, on le sait, on connaît très bien le monsieur. C'est lui, il le prouve sur le terrain, mais il ne parle pas. Vous voyez un peu la différence entre les deux hommes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait refusé catégoriquement donc de prendre le brassard. C'est à chaque fois qu'on le propose le brassard, parce que il n'en a pas besoin. Oui, le plus capé de cette sélection, c'est lui. Et naturellement, c'est lui qui devrait l'avoir. Oui, mais bon, il n'est pas intéressé. Ouais. C'est ce qu'il dit toujours. Pour chuter en disant qu'aujourd'hui, on manque de vrais leaders, des joueurs cadres comme il se doit, des joueurs qui ont une forte personnalité. Ça manque dans cette sélection. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans une situation que l'on est obligé de subir. Il n'y a pas autre joueur à part ceux que Franck a cités tout à l'heure. Tous ceux qui viennent après, ce sont des joueurs qui n'ont pas pour le moment d'expérience. Oui, mais écoutez, Ilas Bebou, par exemple, bon, c'est vrai que depuis quelques temps, il n'y vient plus, mais il prend quand même de l'espace et puis de la place, on va dire, Franck. Ilas Bebou, oui, c'est l'un des joueurs, on va dire, qui dégage beaucoup de professionnalisme, beaucoup de talent lorsqu'il est arrivé au sein de cette sélection.
Oui, c'est vrai que sous Claude Leroy, il a eu quelques difficultés, problèmes de positionnement, souvent. Mais après, il a montré qu'il fait partie des joueurs intéressants lorsque vous regardez souvent les combinaisons entre lui et puis Plakafessou. Il était même là sur une passe décisive contre la Namibie à l'extérieur qui a permis au Togo de gagner. Donc, je pense que c'est un joueur intéressant. Il a prouvé, il était blessé plusieurs mois, mais lorsqu'il est arrivé, il était de retour dans son club. La dernière fois, sur 2 matchs, il a marqué 2 buts, même si Offenheim même ne se porte pas bien actuellement, avec une descente qui ne dit pas son nom au niveau du classement. Ilas Bebou, on va dire, fait partie de ces cadres-là, de ces joueurs sur qui le Togo peut compter. Mais est-ce que c'est suffisant? Il y a toujours des points d'interrogation. Oui, mais justement, finalement, on parle du capitaine Jen Dakona, mais qui, avec son club, est en doute, justement. On parle également de Ilas Bebou, avec son club dans la profondeur de classement également. Ça ne semble pas marcher. Et moralement, c'est l'équipe qui est atteinte, hein. Oui, il y a même le public sportif est bien au courant de cette situation. Quand vous parcourez un peu les artères de la capitale, même à l'intérieur du pays, la majorité se met d'accord en disant tiens, nous n'avons plus d'équipe, le Togo n'a plus de joueurs. Et malheureusement, c'est la situation. Maintenant, dans ce genre de formule, quelle est la meilleure position à prendre? C'est de peut-être compter sur les mêmes joueurs, sauf que moi je pense qu'il y a 2 paramètres importants. D'abord, il y a le niveau d'exigence des championnats, ou bien du championnat dans lequel évoluent justement ces joueurs-là. Par moment, on parlait tout à l'heure de Fodolaba, on sait très bien qu'il a prolongé avec son club à l'Aïn, il fait la pluie et le beau temps justement dans ce club. Mais de vous à moi, le niveau d'exigence, quand on parle du football professionnel exigeant, où on vous demande d'avoir des résultats, que vous le vouliez ou pas, de façon inconsciente, vous perdez la main lorsque vous revenez en sélection, à moins que vraiment vous êtes un super joueur et que vous êtes un super compatriote en disant tiens, ça ne va pas forcément de mon côté en championnat où je ne suis pas attendu à 100%. Mais il faut que je prouve quelque chose. Merci, en portant la tunique jaune. Parce que j'ai quand même le patriotisme en moi. Vous avez tout dit. Et pour le moment, on ne le voit pas. Mais aussi, je me pose la question de savoir à un moment donné, est-ce que nous ne faisons pas de l'amalgame entre lui et puis Cheya Emmanuel Adebayor? Parce qu'il y a deux joueurs à 2 profils complètement différents. 2 profils différents. Et Emmanuel Adebayor, il a cette capacité de dribbler pratiquement tous les 10 joueurs sur le terrain et aller marquer. Oui. Il se crée lui-même des occasions. Tout le contraire. Si on ne lui en donne pas. Justement, vous faites bien de préciser. Sauf que pour Fodolaba, je ne fais pas de comparaison, mais lui... Mais il a besoin... Il a besoin qu'on travaille et on lui donne les ballons dans les dernières transmissions, et lui, il envoie le ballon au fond des filets. Aujourd'hui, on se rend compte que dans notre sélection, on n'a pas véritablement de playmaker, de joueurs capables de garder le ballon, de donner du tempo au match et surtout de délivrer de bonnes passes décisives à Fodolaba. Peut-être c'est ce qui explique le fait qu'il ne marque pas assez en sélection. Et le second paramètre dont je veux parler, le groupe aujourd'hui manque cruellement de confiance. Vous pouvez ne pas avoir de grands joueurs, des joueurs qui évoluent peut-être en première ligue ou en Liga, je ne sais quoi, mais sur le terrain, quel que soit l'adversaire en face, en fonction du plan mis en place par Paulo Duarte, mais vous pouvez faire de 0-0, mais à la fin, le public sportif ne fait que vous applaudir parce que vous avez produit du jeu. Vous avez tout dit. Oui, parce que vous avez produit du jeu. Alors Franck, on revient en africain. On sait qu'il y a des Togolais qui évoluent donc sur le continent africain et qui ont besoin donc d'avoir plus de confiance. En tout cas, Angelo l'a dit tout à l'heure, il s'agit également de confiance. Mais quand vous prenez par exemple Marouf Tchakei, qui en tout cas est en train de montrer autre chose justement avec le Vita Club, on se dit, mais pourquoi on ne lui donne pas certaines chances? La question reste posée. Depuis un certain moment, on ne comprend plus forcément les choix de... Mais il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il y a Nan, il y a Ouagoro Ismaël, des joueurs qui font la pluie et le beau temps, on va dire, dans leur club. Oui. Vous prenez Ouagoro Ismaël, qui est dans le championnat éthiopien, du côté de Saint-Georges. Vous prenez Nan Richard, qui joue du côté de Rafia, en Guinée. Et qui un club historique, en tout cas, de la Guinée. Important du club. Vous prenez Vita Club avec Marouf Tchakei, que vous venez de citer. C'est un joueur intéressant avec des
coup franc vraiment exceptionnel. Il en a encore marqué 2. Et il a été d'ailleurs hier ou avant-hier. Voilà. Il a été d'ailleurs adopté là-bas du côté de Vita. C'est un joueur important, un joueur qui fait partie, on va dire, des ténors du club. Mais malheureusement, on leur fait plus trop confiance parce que il y a eu des Hackman qui sont venus, il y a eu des Azamoa, il y a eu qui encore, ils sont nombreux et on en oublie d'ailleurs. Donc je pense que il appartient à Paulo Duarte de pouvoir refaire les choses, de pouvoir revoir un peu les joueurs qui peuvent faire le travail. C'est vrai que lorsqu'il a eu à faire ce stage, on ne cessera jamais de le dire, du côté d'Antalya en Turquie, il y a eu tellement de joueurs sous les yeux. Un déclic dans sa tête. Qu'il a finalement oublié. Qu'il a fait oublier justement le groupe avec lequel il avait commencé. Il avait commencé par donner de très bons résultats. Et lui-même, tout à coup, a chamboulé cette situation. Il va falloir revenir sur ce groupe-là, retrouver les meilleures combinaisons. Vous avez toujours dit qu'il est bouleversé lui-même. Oui. Mais il s'est tiré la patte. C'est lui-même qu'il dit qu'il ne reconnaît plus ses joueurs. Et c'est lui qui a fait la faute. Parce que lorsque vous changez brutalement des choses, mais ça ne peut plus donner ce que vous aviez avant. Donc c'est un peu le problème. Et sur ces 2 matchs... Mais qu'est-ce qui l'empêche de revenir, disons, à ce qu'il avait commencé, enfin, je de ne sais revenir pas. avec ce qu'il avait commencé Je ne sais pas. C'est un entraîneur qui a beaucoup d'expérience. Quand on voit un peu ou bien son parcours sur le continent, il n'est pas, on va dire, quelqu'un qui est né de la dernière pluie. Paulo Duarte, avec le Burkina, c'est une dizaine d'années sur 2 mandats. C'est quelques années aussi au Gabon. Il a eu à entraîner des clubs en Tunisie. Donc, c'est quelqu'un qui connaît certainement l'Afrique, la mentalité africaine, l'éducation africaine, la culture africaine dans une certaine mesure. Maintenant, sur cette double confrontation, je pense qu'il n'a plus le droit à l'erreur. Il doit se retrouver, il doit se poser des questions, il doit se remettre en question pour aller chercher au moins 4 points sur ces 2 matchs qui véritablement s'annoncent très compliqués, très difficiles. Si le Togo a envie d'aller à la CAN, oui, on se demande pourquoi faire. Mais bon, si les possibilités sont là, pourquoi pas, on ne va pas rejeter. Donc, c'est à lui de se donner les solutions, c'est à lui de se donner les moyens d'aller chercher les Burkinabés. Lui-même, il a dit qu'il connaît très bien cette sélection pour l'avoir entraîné, pour l'avoir dirigé. Alors, on l'attend. Hubert Velud également connaît le Togo pour l'avoir entraîné. Alors, donc, vous imaginez donc ce match dans le match, ou ces matchs dans vraiment ces duels dans le match. À tous les niveaux. Hein. À tous les niveaux. Vous le dites si bien. pour ajouter à ce que Franck disait tout à l'heure. Angelo qui ne croit pas donc à cette qualification donc en fait, si je garde mes analyses, c'est pourquoi se presser pour cette CAN-là alors que nous n'avons pas reconstruit l'équipe. C'est là la question que je me pose. En mai 2024, ça fera 3 ans pour justement la fin de bail de Paulo Duarte. Il a signé pour 3 ans en arrivant au Togo. La question que je me pose, est-il aujourd'hui satisfait du travail qu'il a fait jusqu'à présent? Est-il capable d'amener cette équipe-là, ne serait-ce qu'à la CAN? Et y a-t-il la possibilité, voire la garantie, qu'il prolonge pour reconstruire vraiment cette équipe? À l'heure où nous parlons, on a l'impression que c'est juste du rafistolage. L'équipe n'est pas encore reconstruite. Et avec ça, honnêtement, on ne peut pas avancer. Je vais juste intervenir sur le cas des joueurs togolais qui évoluent sur le continent. Nous sommes aujourd'hui enthousiastes de les voir évoluer de cette façon. Mais il y a aussi un autre paramètre. Pourquoi certains joueurs comme Tchakei, Uruagoro Ismaël, Nan Richard, quand ils reviennent en sélection, on a l'impression qu'ils ont peur de leurs aînés. On a l'impression qu'ils sont capables de les regarder droit dans les yeux. Ce que je veux dire, c'est simple. On ne les voit pas prendre de la responsabilité et s'imposer. Le public sportif ne fait que réclamer cela à corps et à cri. Faisons jouer les joueurs locaux. Mais malheureusement, ces joueurs locaux-là, psychologiquement, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Lorsqu'ils arrivent, ne serait-ce qu'à l'entraînement, vous les voyez plusieurs boucles d'oreilles, justement, avec des accoutrements assez extraordinaires. J'ai l'impression qu'ils ne se concentrent pas sur la mission qui leur est demandée. Ils sont beaucoup plus dans les vapes, croyant que oui, ils sont déjà en sélection et donc ils sont intouchables. C'est là le danger. Et je me pose la question, est-ce que cela ne provient pas de la base
de la formation qui n'est pas suffisamment bien faite pour nos joueurs et ce qui réjaillit aujourd'hui au niveau de la sélection. Ça, c'est une évidence. On sait que donc au niveau de la base, il y a toujours un problème. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on on va résoudre cela. Bon, maintenant, on en parle tout le temps. Il faut revenir à la base, mais il faut accepter également recommencer le travail. Ce que nous n'arrivons pas toujours à faire. Vous savez, quand vous dites, oui, on a signé 3 ans pour Paulo Duarte, mais bon, il a déjà fait plus de la moitié. Ah oui, effectivement. Il a fait déjà plus de la moitié, et comme vous le dites si bien, a-t-il réussi à faire un bilan personnel lui-même pour savoir ce qu'il a pu donner? Et comme vous l'avez dit, c'est vrai que on parle au même moment de la reconstruction de notre football, mais au même moment, on dit on doit aller là. Non, c'est un peu paradoxal, je comprends. Mais lorsqu'il s'agit de football, vous savez, toute la pression et toute l'émotion qui accompagne, on va dire, ce sport, et on va dire toutes les ambitions. Voilà, le Togo. Vous voulez reconstruire? Quelle ambition vous voulez avoir? Non mais dans la reconstruction, l'ambition on peut avoir de l'ambition en avançant des objectifs. Mais c'est ce que nous n'arrivons jamais à faire, en fait. Oui, peut-être qu'on veut jouer un peu sur la facilité. Mais voilà. Je comprends l'idée de Franck. On te prend sur le mot. Oui. On veut jouer un peu sur la facilité. Oui. Maintenant, si ça vient, on ne refuserait pas. D'ailleurs, lorsque le groupe, le tirage a été fait, tout le monde s'est dit oui, le Togo est en reconstruction, mais aux côtés du Cap-Vert, les Swatini, on peut aller chercher quelque chose. C'est quand même Cap-Vert, hein. Oui. Mais bon, c'est quand même. On n'avait pas regardé les étalons du Burkina parce qu'on sait que c'est au-dessus. Oui, c'est au-dessus. Maintenant, les Swatini. Mais on avait oublié que c'était bouclier du roi qui peuvent créer des problèmes. Ils avaient entre-temps changé de nom. Pour devenir. Pour rester dans la philosophie d'analyse de Franck, ce qui va faire mal au public sportif, c'est que peut-être, on pourra décrocher cette qualification, mais en terre ivoirienne, les mêmes carences vont nous accompagner. Attention, et si jamais les mêmes carences se font voir, et si jamais le Togo est éliminé au premier tour, c'est le même public qui va torcher sur Paulo Duarte, sur les mêmes joueurs. Voilà pourquoi, moi je dis souvent, prenons le temps de reconstruire l'équipe et progressivement le Togo va avancer. Mais bon, malheureusement, on attend de voir, on va s'engager. C'est toujours ça, c'est le même discours qu'on a toujours tenu. Il faut prendre le temps de reconstruire, mais à chaque fois c'est toujours dans le même travail qu'on tombe. Voilà ce que je veux dire. Alors, moi, j'ai dit, nous surnommons dans cette opération, dans cette double confrontation, opération Ouragan, parce que par rapport, disons, Ouragan par rapport à qui? Naturellement au Togo. Oui, justement, il faut, j'allais dire, se retrouver dans une situation, se refaire une idée sur ce qu'on veut réellement, c'est ce que vous avez dit, justement, par rapport aux différents joueurs. Alors, seront-ils présents, ces cadres que vous avez cités, à cette confrontation que nous dénommons, comme je l'ai dit tout à l'heure, opération Ouragan? Ils seront là, de toutes les façons, jusqu'à présent, sauf blessure. Sinon, Jen sera là. Sinon, Laba Fodo viendra. Kevin Denke sera là. Alexis Romao va venir. Qui également Ilas Bebou sera là. Justement, par rapport à lui, j'ai eu une dernière discussion avec Paulo Duarte au téléphone la dernière fois. Il dit il n'y a pas de problème entre lui et Ilas Bebou, que tout est réglé depuis et que Ilas Bebou est prêt pour revenir jouer pour le Togo. Donc, cette histoire, ce malentendu était terminé depuis. Il n'y a plus de problème. Dès qu'il y a match, Ilas Bebou sera là. C'est ce qu'il a dit. Bon, alors... J'ai dit, quel doit être, si vous voulez, le rôle du public sportif togolais lors de ce rendez-vous capitalissime, surtout à Lomé? Honnêtement, même avant. Honnêtement, je suis... Oui, mais j'ai dit surtout. Honnêtement, je suis partagé. Je suis partagé et au même moment, nous parlons de notre pays, le Togo, notre sélection, nos ambassadeurs. Et au même moment,
comme on le dit, on ne montre pas du doigt gauche ou de la main gauche. On me sonne à mi, on s'y fiona, mais ayons alors. Pour être plus local. C'est dire que, quoi qu'on dise, oui, la réalité, elle est là, en face de nous, nous la voyons tous, mais au fond, nous souhaitions en tout cas que le Togo puisse passer le cap du Burkina Faso et se retrouver en terre ivoirienne pour la CAN. Mais au même moment, je dis bien au même moment, est-ce que... Angelo, c'est vraiment votre souhait? Non, je parle, moi je me mets à la place du public sportif. Je me mets à la place du public sportif. Oui? Mais au même moment, le public sportif, oui, a envie de supporter cette équipe-là. C'est ça. Lorsque nous aurons nos matchs à Kégué Oui. et que le Burkina va venir, le Cap-Vert sera là, oui, le public sportif sera toujours derrière cette équipe-là. Maintenant, quelle sera l'attitude de ce public sportif à l'endroit des joueurs? Parce qu'il arrive parfois où, quand un joueur titulaire n'arrive pas à se donner, ben dans le public, ça crie, ça chante, ça dit des bêtises, entre guillemets. Mais au même moment, c'est une sélection qui représente toute la nation. Est-ce qu'on doit être toujours dans la critique ou bien, malgré le fait qu'on soit au fond du trou, le public doit toujours rester autour de la sélection, pour ne pas dire derrière la sélection. Et l'encourager. Et l'encourager et progressivement être patient, parce qu'il y a également ce facteur-là. La patience, le public sportif dans n'importe quel pays ne la connaît pas, honnêtement. On est tout le temps pressé, on veut avoir tous les bons résultats et même, si vous voulez, tout le public sportif aimerait avoir chaque année la Coupe du Monde ou bien gagner la CAN. Mais ce n'est pas possible. Et donc, le public également doit comprendre comme quoi, oui, la marche pour les éperviers, elle semble très délicate, très compliquée, mais il faut également... elle n'est pas impossible. Elle n'est pas impossible, mais il faut également avoir non seulement ce brin de patience-là pour ne serait-ce que supporter la sélection, parce que pour terminer, vous n'allez pas quand même voir Togo-Cap-Vert, Togo-Burkina Faso au stade de Kégué, dans un stade creux. Vous imaginez l'image, voyez un peu l'image, ce ne serait pas du tout bien pour la sélection. Franck, mais alors, parlons d'attitude donc de ce public sportif par rapport donc aux éperviers. On sait que oui, quand, comme on l'a dit tout à l'heure, Angelo, quand les éperviers vont jouer à domicile, on fera tout pour qu'ils fassent le déplacement. Mais même les matchs à l'extérieur, il faut une mobilisation. Il faut une mobilisation à tous les niveaux lorsque le Togo a match. Quand je prends les matchs que le Togo dispute à l'extérieur, souvent on ne permet pas à ce public d'être en communion avec sa sélection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent le Togo n'arrive pas à faire passer les matchs que l'équipe nationale joue à l'extérieur. Et ça, c'est une mauvaise chose. Je pense qu'on doit prendre les dispositions. Si on veut que ce public soit de cœur avec cette sélection, le public n'a pas besoin de souffrir pour dire « Oh, mais ce n'est pas bien. C'est déjà une forme, on va dire... de résignation. De résiliation, j'allais dire, passez-moi le mot. Bon, ça ne permet pas au public d'être en communion avec sa sélection. Donc, on doit prendre les dispositions au sommet pour que chaque match que le Togo doit pouvoir jouer à l'extérieur soit vu. C'est vrai qu'il y a des systèmes sur les réseaux sociaux qui permettent de suivre. Mais combien de personnes ont l'Internet, ont accès à ces réseaux sociaux pour pouvoir suivre un match de 90 minutes? C'est des sous qu'il faut engager. Donc, je pense qu'il faut vraiment permettre à ce public d'être en communion avec sa sélection et là, lui permettre de suivre tous les matchs du Togo à l'extérieur. Ça, c'est très important. De l'autre côté, ici, à partir de maintenant, comme mathématiquement le Togo n'est pas encore éliminé, c'est vrai que beaucoup se disent oui, ce n'est même pas la peine d'aller à cette Coupe d'Afrique des Nations en terre ivoirienne en janvier 2024. C'est vrai. Maintenant, le Togo s'est engagé. Il faut aller chercher quelque chose. S'il y a possibilité de passer devant le Cap-Vert et d'être derrière le Burkina, bon, pourquoi pas? Si on va à cette CAN et qu'on retombe dans nos travers, c'est des leçons. Et nous, on est là pour en parler. Donc aujourd'hui, je pense qu'à partir de cet instant, il faut avoir un esprit positif. Il faut positiver dans la tête et se dire, c'est notre sélection.
c'est les couleurs togolaises qui sont engagées dans une compétition et on a le devoir d'être derrière ces ambassadeurs, même si ils ne sont pas en forme, même s'ils sont un peu au fond du trou, même s'ils ont mal commencé cette compétition des éliminatoires de la CAN à venir, il faut les soutenir, il faut les porter, il faut être derrière eux. Ce n'est pas en allant au stade, par exemple, et se taire. Et c'est quand il y a but qu'on remarque que oui, il y a des gens au stade. Non, il faut supporter l'équipe de la première jusqu'à la dernière seconde, même dans les moments les plus difficiles, que la sélection sente que oui, les supporters sont là et nous devons jouer pour eux. Donc c'est une attitude à adopter depuis maintenant jusqu'à ces 2 matchs qui arrivent en fin mars. Dans tous les cas, il faut savoir préparer les mentalités, n'est-ce pas, pour créer donc une certaine mobilisation. Mais moi, j'ai jamais compris le fait que l'État et puis la fédération ne mettent pas autant en tout cas de moyens. Ils font ce qu'il faut, mais je pense qu'il y a la possibilité de faire encore plus pour permettre à ce que le public sportif soit au courant de tout ce que fait la sélection. Vous ne pouvez pas, par exemple, voir la sélection des éperviers sortir du pays, aller disputer un match et vous n'avez aucune information. Et on vous dit, non, voilà, voici le lien sur lequel vous allez suivre le match. Vous avez parlé tout à l'heure de l'accessibilité, justement, à ce genre de confort, entre guillemets. Pour le Togolais, en tout cas, aujourd'hui, tout ce qui est données mobiles, à un moment donné... C'est encore un luxe. C'est encore un luxe, mais disons la vérité. Mais je ne comprends pas, jusqu'à présent, pourquoi on ne donne pas l'opportunité à nous qui sommes journalistes de faire le déplacement avec la sélection et de mettre les moyens en place pour qu'on puisse diffuser les matchs en direct. Ça se fait dans n'importe quel pays. Vous n'allez pas voir la sélection du Sénégal, par exemple, se déplacer au Togo et ne pas avoir ne serait-ce qu'un seul journaliste, c'est impossible. C'est toujours avec une horde de journalistes, justement. Mais chez nous, au Togo, on trouve que c'est normal que le journaliste n'a pas le droit de voyager avec l'équipe, que non, que prendre un billet pour un journaliste, les frais d'hébergement, tout ça, c'est trop cher. Mais attendez, on est au 21e siècle quand même. Soit vous le faites, le football, soit vous ne le faites pas. Mais malheureusement, on est toujours dans cette forme-là. Moi, je dis à un moment donné, changeons de communication. Je voudrais adresser un message au président de la fédération, le colonel. Il avait entre-temps déclaré opération épervier, je ne sais plus le terme. Souvent l'épervier. Mais justement, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de cette opération Souvent l'épervier Oui, Franck a dit tout à l'heure. Nous aussi, on a créé une opération. Opération Ouragan. Bon. Ou bien l'aigle atterri. On n'est pas aigle, hein, on est épervier. Dans cette opération épervier, je souhaite vivement que le président prenne son bâton de pèlerin et qu'il mette toute sa force, toute son énergie, tout son savoir-faire. Ne serait-ce que, comme l'a dit Franck, si jamais on n'arrive pas à passer devant le Burkina Faso, que le public sportif au moins sente justement son implication, cette volonté farouche d'avoir souhaité la qualification du Togo, mais malheureusement, ayant raté peut-être les 2 premières journées, voilà pourquoi ça n'a pas réussi. Parce que, n'oublions pas une chose, c'est crédité dans son mandat. C'est crédité dans son mandat que le Togo, si jamais ne participe pas à 2 CAN à 24 sélections, c'est un échec pour lui. Donc, j'espère simplement qu'il nous écoute et qu'il prendra les mesures qu'il faut. En tout cas, il n'est pas encore revenu, donc... on le transmettra finalement. Mais il a toujours ses lieutenants qui suivent donc à la loupe ce qu'il se passe. Lui-même, il a quitté donc, la réunion de la FIFA hier. Il se retrouve donc au Maroc maintenant pour la finale de la Coupe du Monde des clubs. Voilà, au Maroc. Bon, ben écoutez, c'est sûr que on lui dira, donc on lui transmettra donc nos messages. Oui, il faut faire quelque chose, monsieur le président, colonel Guy Bezondé Kossi-Akovi. Ben oui, c'est votre mandat, il faut le sauver. Et en voulant sauver donc l'épervier, ça passe également donc par tout ce que nous sommes en train de dire. Il faut avoir, il faut plutôt développer donc une autre communication et faire en sorte que justement les sorties des éperviers ne soient plus, disons, quelque chose à vase clos, mais que, disons, les journalistes puissent avoir l'opportunité de rendre compte de tout cela donc au public sportif du Togo. Et c'est
le même message qui va naturellement au gouvernement, parce que oui, vous êtes en pensant donc à Madame le ministre Lydie Bessi-Kama. Oui, docteur Lydie Bessi-Kama, en tout cas, qui a déjà qui fait beaucoup justement pour les sports au Togo. Et bon voilà, donc cet aspect communicationnel doit être vraiment pris en compte, faire en sorte que les déplacements des éperviers soient suivis par des journalistes et qu'ils puissent rendre en compte. On va tout faire, Oui, on doit le faire. Souvent, ce qui est fait d'ailleurs, c'est qu'on amène des gens qui n'ont rien à voir avec le sport. Et on envoie plutôt sur les lieux les amis. Et c'est très dangereux. Des gens qui ne peuvent faire aucun retour par rapport à ce qu'il se passe sur les lieux. Des gens qui vont être sur les lieux comme des touristes. Des gens qui ne peuvent pas faire un compte rendu de ce qu'il se passe. C'est dangereux. Mais d'abord, il faut tout faire pour que ça soit retransmis en direct. En direct. Sur la radio et la télévision, si c'est possible. Il faut des journalistes habitués pour le faire. Donc, voilà. Lorsqu'on a envie d'amener ses amis, et puis voilà, je ne sais pas, ça ne peut pas marcher. Et vous prenez le Sénégal, vous avez donné l'exemple. Vous prenez la Tunisie, vous prenez le Maroc, l'Algérie, l'Égypte. Le Burkina Faso. Le Burkina Faso, le Bénin voisin. C'est des journalistes qui suivent. À chaque fois que l'équipe ou une sélection nationale voyage, ils ont au moins une vingtaine de journalistes qui y vont. Et donc, le Togo était le plus pauvre. Ben voilà, donc j'ai l'impression qu'on ne pense pas. On ne mesure pas l'importance de la chose, non? C'est ça? Oui, non seulement on ne mesure pas l'importance, mais c'est au niveau de la conception du budget qu'il faut mettre tout ça. On n'intègre pas cela. On n'a pas l'impression qu'on intègre tout cela. Et donc, mais si au dernier moment, vous commencez à demander, on vous dit, mais écoutez, où est-ce que vous avez prévu mettre des journalistes? C'est aussi ça. Mais c'est une cause nationale, justement. Vraiment. C'est une cause nationale. Le sport étant également, disons, une priorité de ce gouvernement, eh bien, nous continuons quand même à faire en sorte que et le chef de l'État, Madame le Premier ministre et tout le gouvernement puissent justement mettre la main à la pâte. Parce que vous savez, quand le Togo gagne, c'est tout le monde qui gagne. Et tout le monde est en joie. Et parfois, l'équipe est un peu abandonnée. Oui, s'il n'y a pas de la presse autour, l'équipe est abandonnée. Oui, mais c'est vrai. Vous savez, hein, la défaite est toujours orpheline. La défaite est toujours orpheline et ça, on n'en parle pas toujours. Mais alors, quels sont les principaux atouts des étalons du Burkina Faso, puisque c'est naturellement contre le Burkina Faso que nous allons jouer. Angelo, on sait d'abord que sur papier, eh bien, le Burkina Faso est, disons, l'ogre du groupe. Et maintenant, face aux éperviers du Togo, ces étalons, quels sont leurs atouts? Ce qui est vrai, c'est une sélection également qui redoute le Togo. Parce que dans l'histoire, on sait très bien que le Togo a du vécu. Quand vous vous rapprochez des anciens, des années 70, 80, ils vous diront que les Burkinabés, pendant ces périodes-là, ne connaissaient pas du tout le football. Et ce sont les Togolais, en tout cas, qui leur ont montré ce que c'est que ce sport-là. Aujourd'hui, c'est vrai. Les choses sont en train de changer parce qu'à un moment donné, on a pris soin. Les choses ont changé, elles ne sont pas en train. Oui, bon. C'est changé. Ce qui est vrai côté Burkina Faso, la formation, les académies, la politique sportive. Mais c'est une réalité. Tout est là aujourd'hui. Un joueur peut quitter directement le championnat burkinabé pour atterrir dans un championnat majeur. Et je pense que le premier atout d'abord, c'est le groupe, le collectif mis en place justement par cette équipe-là. On a vu justement la prestation de cette sélection lors de la dernière CAN. N'eût été, voilà, ce gros incident, eux-mêmes, ils ont fait des bêtises, sinon ils seront en finale de la CAN face au Sénégal. À part ça, il y a des individualités qui ne disent pas, en tout cas, leur nom. Dango Ouattara, on ne cessera jamais de le citer. Vous avez également Issa Kaboré. Vous avez un autre joueur qui évolue, je pense, au Maroc, au RS Berkane, avec aujourd'hui également l'atout Hubert Velud. Je pense aussi que c'est un pion essentiel, pour ne pas dire important, pour le Burkina Faso. Quand on cite ces paramètres-là, on peut se dire que oui, l'équipe, en tout cas, a du vécu et a envie d'aller justement en Côte d'Ivoire, pays voisin du Burkina Faso, pour ne pas dire pays frère. C'est une équipe qui sait marquer également des buts. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Sur les coups de pied arrêtés, ils sont très très forts. Premier poteau, même sur les coups francs, ils sont capables d'avoir de la densité dans la surface de réparation adverse. D'autant plus que leur premier atout, c'est qu'ils sont grands de taille. Tout le contraire de nous les Togolais. Donc dans les duels aériens,
je me dis que oui, ce serait difficile de pouvoir leur tenir tête. Franck, Oui. Faut commencer par, disons, leur capitaine. Hein. Oui, le capitaine Bertrand Traoré, Ouais. qui reste l'atout majeur de ce groupe. Leur atout, d'ailleurs, c'est l'effectif. C'est l'effectif. C'est hein, des c'est le joueurs qui sont, on va dire, en Très compétition, qui sont titulaires dans leur club, avec tout ce qu'on a vu à la dernière CAN, un effectif assez confiant. L'équipe est confiante actuellement, elle est en forme, même si c'était en avec amical. une profondeur dans le banc. Dans le Enfin, banc. sur le banc, je veux dire, oui. Voilà, même si c'était un match amical, ils ont réussi à battre la Côte d'Ivoire Oui. 1-0. Ben, c'est également. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Donc, la Côte d'Ivoire, avec laquelle le Togo a pu s'incliner sur le score de 1-2. Donc, je pense qu'ils ont tout aujourd'hui pour prétendre battre le Togo sur les 2 matchs à venir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être c'est essayer de jouer sur le plan mental, sur le plan physique, parce que lorsque vous les agressez physiquement, ils abdiquent parfois. Quand je reprends un peu le match de la 3e place contre le Cameroun, où ils menaient 2-0, et après, le Cameroun a finalement gagné dans les tirs au but, ou bien je ne sais plus. C'est ça, non? Ouais, Donc, oui. il faut mettre un peu l'impact physique, les agresser. Et à partir de ce moment-là, ils sont découragés, ils abdiquent. C'est, on va dire, j'allais dire, la seule condition qui puisse permettre au Togo de pouvoir faire la différence face à cet effectif riche d'Hubert Velud. Il faut être présent mentalement, psychologiquement, et puis sur le plan physique, il ne faut rien abandonner. Sinon, voilà. Et avoir confiance en soi-même. Confiance en soi-même, c'est un groupe confiant, c'est des guerriers qui doivent être prêts pour affronter les étalons. Voilà, un autre sujet qu'on va aborder donc très rapidement, donc avant de quitter. En tout cas, c'est le CHAN 2022 qui s'est joué récemment donc en Algérie avec le sacre du Sénégal. Les Lions sénégalais, donc que dire de cette sélection justement qui enlève le trophée après celui de la CAN gagné par la sélection A. C'est quand même, je crois qu'ici, même dans une émission spéciale, on l'avait dit, Angelon qui disait, oui, c'est possible qu'on voit le Sénégal faire la part à 3. Oui, La passe de 3. La CAN de beach soccer et Oui. puis le CHAN. Le CHAN qui est arrivé. Et finalement. curieusement, c'est 11 ans d'absence Après, ouais. qu'ils arrivent à soulever le trophée devant l'Algérie, devant son propre public. Oui. Ça a été une surprise parce que je voyais plus l'Algérie. Et l'Algérie même, lors des tirs au but, avait la grande occasion de passer. La balle de match. La balle de match. Mais malheureusement, ils se sont fourvoyés. Mais bon, voilà, ils ne l'ont pas saisi. Le Sénégal était là. Moi, quand je regarde un peu dans le rétroviseur, je me dis 11 ans d'absence, 11 ans de disette. Ils ont pris tout ce temps pour travailler. Pour travailler en mettant en Pour place... reconstruire. Reconstruire tout. C'est ça le mot, en Tout, fait. tout. Les académies, la formation des formateurs, la politique sportive, les, comment dit-on, les académies. Aujourd'hui, quand vous prenez la sélection dont on parle, c'est tous des joueurs venus un peu partout, de Génération Foot, de Diambars et tout. Ils ont pris le temps de travailler aujourd'hui. Les fruits sont là. Et ne soyons pas surpris que sur les 2, les 3, 4 prochaines éditions, le Sénégal soit toujours au rendez-vous, tout simplement. Franck? Non, rien à dire. Si vous avez été absent pendant 11 ans et que vous arrivez, vous gagnez le trophée, ça veut dire que vous avez fait le travail. Vous savez ce que vous êtes venu Venez chercher. chercher. C'est des joueurs avec une moyenne d'âge de 23 ans qui sont venus à la CAN, qui n'avaient peur de personne, qui a un football très élaboré, un football porté à l'avant avec un entraîneur qui connaît bien le foot sénégalais pour avoir joué la Coupe du Monde avec l'entraîneur de la sélection A, Aliou Cissé, Pape Thiaw, qui connaît bien ses joueurs. Donc je pense qu'Angelo les citait. Il y avait Diambars, il y avait Génération Foot, il y avait même Sacré-Cœur. Donc c'est des centres, des académies qui permettent aujourd'hui au Sénégal d'avoir la plus grosse réserve au niveau des joueurs, surtout en Afrique de l'Ouest. Donc là, personne ne peut disputer, on va dire, cet aspect avec les Sénégalais. Et quand ils viennent gagner aujourd'hui, et de quelle manière, vous allez voir, c'est avec beaucoup d'audace, beaucoup de jeux, des jeunes joueurs qui sont prêts à aller au front. Et ils ont gagné. Je pense que ce n'est pas volé. Il faut accepter, travailler, recommencer, et surtout avec le sérieux. Parce que nous disons chaque jour que nous travaillons, mais personne ne voit le travail que nous faisons. Est-ce que les formateurs sont formés? Est-ce qu'ils sont compétents? Et compétents, on ne met pas, on va dire, un maçon à la place d'un peintre. Oui. C'est l'habitude, malheureusement. Ajouter à ce que Franck dit, le travail de la direction technique nationale, ça a été un poids énorme
dans la victoire ou le question, sacre du Sénégal lors de ce CHAN. La question est de savoir si nous en avons et comment ça fonctionne, on ne sait pas trop. Mais quelle leçon pour le Togo, qui n'a pu donc se qualifier pour cette compétition, alors que justement à la dernière édition, le Togo y était, Franck? La leçon, c'est qu'on a reculé. On a reculé encore, malheureusement, parce que si le Togo se qualifiait pour ce CHAN face au Niger, le Niger, on l'a vu, a développé un très bon football, a éliminé le Cameroun. Ce n'est pas rien. On a vu Madagascar, qui a gagné la médaille de bronze. Alors que lorsqu'on parlait de football sur le continent africain, la grande île n'était pas présente. Le Togo était en avance sur ces pays, même le Niger. Aujourd'hui, tous ces pays ont dépassé le Togo. Tout simplement, ça veut dire qu'au niveau local, on a reculé. On a régressé dans le travail. On a régressé et on doit recommencer. Et c'est dommage. Angelo? Mais si on veut avoir des victoires, c'est qu'il faut faire les choses dans les normes. Hein. Il n'y a pas à chercher le midi à 14h. Redéfinir justement la politique sportive, mettre en place les infrastructures qu'il faut, en tout cas pour développer ce football. La politique sportive, on l'a déjà finalement. Hein, avec, mais disons, comme vous le dites souvent, c'est resté dans les tiroirs. Oui, mais bon. L'application sur le terrain, ça ne suit pas. C'est ça. Et ça, chaque année, chaque saison, chaque 2 ans, on doit toujours répéter les mêmes choses. Ce qui me fait encore plus mal, c'est que les joueurs qui étaient du côté du Cameroun avec Jean-Paul Dossé Abalo aujourd'hui, ils devraient normalement être à ce CHAN-là pour encore progresser. Tout à fait. Ou soit avoir encore d'autres contrats dans d'autres clubs. Mais malheureusement, ils ont perdu 2 ans de leur carrière comme ça. Et les prochaines éditions, on risque de pouvoir encore perdre 2. Et voilà. Et ce qui fait encore plus mal, lors des éliminatoires, au lieu de jouer 2 matchs, on passera à 4. Parce que là, complètement, on est allé en arrière. Et donc, c'est des matchs des éliminatoires de plus. Vivement que ceux qui étaient justement du côté du Maroc pour voir cette compétition, d'Algérie, pardon, pour voir cette compétition, notamment le président de la fédération, puisse secouer le cocotier pour que ça puisse marcher. En tout cas, on sait que c'est le CHAN qui a permis donc aux 3 que nous avons cités tout à l'heure de se retrouver. Marouf, oui. Roagoro, Ismaël. Exactement. Oui, ces 3-là, donc de pouvoir partir. On aurait pu en gagner encore si on était donc à Alger ou en Algérie, justement. On pourrait encore peut-être avoir 3 ou 4 jeunes qui devraient partir. Et puis, bon, voilà, petit à petit, on est en train de construire notre football. On revient tout à l'heure. Bon. Allez, les Togolais, donc en club avec le coup d'œil sur l'actualité des joueurs togolais expatriés. On vous retrouve, Angelo? Oui, Aimé, je parlais en tout cas de cet attaquant qui n'est autre que Fodo là-bas, qui a prolongé avec son club d'Alaïne. Oui, on pourra dire qu'il va rester au club encore 2 ans de plus. Depuis le début du championnat. Il fait bien pour ce club. On ne va pas s'en séparer de sitôt. Et là, en tout cas, son actif, déjà 5 pas décisives et puis 17 buts marqués. On va s'intéresser à un épervier qui pourrait peut-être revenir, pourquoi pas, pour la double confrontation contre le Burkina Faso. Il s'agit de Flo d'Haïti, qui a marqué en championnat pour Valenciennes. Oui, ça fait du bien, même si, oui, ça fait 11 matchs dans ses jambes, mais ça veut dire qu'il a quand même des minutes de jeu dans les jambes. Pourquoi pas, un bon profil, un bon joueur, un bon retour pour notre sélectionneur Paolo Duarte. On parle de Kennedy Boateng avec toujours son club de Santa Clara. Ça va 17 matchs de championnat déjà. Ce n'est pas aussi rien. Ça veut dire que oui, dans ses jambes, il a en tout cas du jeu. Youssif Até, à son niveau, c'est un peu poussif. Seulement 2 matchs joués avec le tout-puissant Mazembe. Mais ça reste quand même, peut-être, pourquoi pas, une pièce pour notre sélectionneur. Et parler également de Emmanuel Akman. Il a changé de club. Il débarque du côté de la Serbie en première division avec Mados Gat. On espère qu'arrivé là-bas, il pourrait également avoir suffisamment de temps de jeu pour pourquoi pas donner du sien au niveau des éperviers du Togo. Voilà de façon globale ce qu'on peut retenir des joueurs togolais évoluant à l'étranger. Oui, pas grand chose à mettre sous la dent en fait concernant donc pour cette semaine. Pour cette semaine. Ouais. On continue de les suivre, Franck. On va les suivre. Oui, mais voilà. Oui, en espérant que vous voyez, voilà, c'est aussi la réalité. On ne peut rien. Ils sont dans les clubs, on ne les voit pas, ils ne jouent pas.
Mais dès que le Togo a match, eh bien, ils sont sur les listes, ils doivent venir. Et puis, écoutez, souvent, bonjour les dégâts. On verra bien. Et ça nous amène également à essayer donc d'ouvrir un peu la vanne pour nos auditeurs, justement, avec le 92 03 60 31 ou le 97 24 26 26. Donc, c'est le code d'accès. Pour participer en direct à cette émission, vous y êtes, vous nous dites naturellement ce que vous pensez. À vous l'antenne, donc, votre avis et perception sur les sélections nationales du Togo. Il y a un premier qui se manifeste, on peut l'avoir. Bon, voilà, auditeur, bonjour. Oui, c'est Rachid. Bonjour, c'est Rachid. Oui, Rachid, comme d'habitude, le premier appelé. Bon, voilà. Rachid, comment ça va? Oui, ça va. Je salue tout le plateau. Merci. Merci. Mais c'est que vous nous avez manqué, quoi. Ah d'accord. Mais on est revenu, ne vous en faites pas. Ah, ok, là, c'est bon. Moi, ce que je vais dire, c'est pour la sélection, franchement, on sait que n'attendons rien pour cette qualification. Parce que si aujourd'hui vous êtes sérieux, Palou Daté, qui fait déjà 3 ans à la tête de la sélection, qu'est-ce qu'il a fait? Il va vous dire que le travail qu'il a fait un bon travail. Non, il n'a pas encore fait 3 ans. Oui, mais il a fait presque la moitié. Oui, c'est pratiquement la moitié. La moitié, il va vous dire qu'il a fait au moins un travail plus ou moins, un travail éloquent, parce qu'il nous a amené des joueurs qui n'arrivent même pas à se donner, il n'arrive même pas à faire, il ne sélectionne même pas les joueurs qui jouent même dans le championnat, il ne suit même pas le championnat, et dans les coulisses, il cherche qu'on puisse le prolonger aussi. Bon, maintenant, on est passé par vous? Oh non, mais franchement, vous allez voir, dès que le Togo ne va pas se qualifier, ce dernier, ils vont le prolonger. Mais dites que, qu'ils sont en train de nous construire une équipe et à la fois on demande de la qualification, moi je vois que c'est comme si tu fais la cour à une fille, tu lui dis je vais te payer le portable. À quelques secondes, tu dis tu vas le payer l'avion, mais pourtant tu ne l'as pas encore acheté le portable. Oui, mais Rachid, oui. C'est ce que vous dites souvent? Non, c'est pas moi qui le dis. Non, blaguez, vas-y, allez-y. Oui. Ouais. Bon, mais franchement, quand c'est Paulo Daté qui connaît maintenant la sélection burkinabé aujourd'hui, c'est faux, hein. Mais franchement, l'équipe burkinabé qu'il a coachée n'est plus la même équipe, hein. Pour cette qualification, il faut qu'on oublie. Parce que le bureau, actuellement, il y a un problème qui est sur le tapis, c'est pour l'équipementier. Oui, la bonne émission. Oui. Il y a le problème d'équipementier. Non, mais pour le moment, nous sommes en Pouma. Et c'est bon. Contentons-nous de ça. On verra après. Oh, mais il faut encore tenir de ça que non, que c'est l'équipementier, Joma, le ministère qui veut Joma, la fédération, mais ils vont encore oublier pour préparer cette match. N'attendons même pas de grand chose pour cette rencontre-là. C'est fini pour le Togo, quoi. Oh, ben, vous êtes si, comment on dit, pessimiste? Je vous assure, monsieur Aimé le bon, le Togo ne va pas se qualifier. Sans blague. Dieu même peut descendre. Le Togo ne va pas se qualifier. Vous êtes si sévère contre votre pays, hein, en fait. Non, c'est pas qu'on est sévère. On voit ce qui se passe. Ceux qui sont à la tête du pays, ils ne sont pas conséquents. Un autre en ligne. D'accord, c'est entendu, Rachid, merci beaucoup. On va prendre un autre. Bonjour. Bonjour. Ça c'est Gérard. Oui, c'est Gérard. Oui. Bon, merci à Franck pour le travail psychologique. Il m'a remis tout sur la selle. Ah oui? Mais ce que je crains, c'est que vous avez parlé de guerriers, opération commando. Opération Ouragan. Ouragan, oui, mais... vous voulez plutôt Torrent? Non, pour ça, il faut des guerriers, mais dans ce laps de temps, je ne sais pas qui va former ces guerriers, parce que guerriers, je n'en vois pas encore. Et ce n'était pas le temps de Adebayor où le non-sol faisait trembler. Maintenant, aujourd'hui, si je vois sur le terrain 11 jusqu'à 22, je ne vois pas de guerriers. Un seul discours peut transformer un joueur. C'est ce que je dis. Je ne sais pas qui peut le faire dans ce...
Oh là là, oh là là, oh là là. Il est parti. Oh là là, j'aurais aimé qu'il revienne. Un autre en ligne, quand même, en attendant de retrouver Gérard. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle? On vous appelle? C'est Paul depuis quand GP. Pardon? Paul. Paul, depuis quand GP? Oui. Allez-y. Moi, je suis là le jour de Rachid. Franchement, le Togo ne va pas se qualifier. Parce que même un. Mais c'est ce que vous voulez que le Togo ne se qualifie pas ou quoi? Mais votre souhait, c'est quoi? Vous voyez, en tant que qualifié, on a déposé l'argent. On a cotisé l'argent, mais on ne nous a pas rendu compte. Si maintenant on se qualifie encore, on va déposer encore l'argent. Ah, vous craignez pour les cotisations éventuelles qui vont encore arriver? Oui. Ah, c'est juste pour ça. Bon. Merci. Ok, mais dans tous les cas, si c'est juste pour ça, on va trouver une solution. Mais sachez très bien que, en tout cas, il faut qu'on se qualifie d'abord. Paul, il est parti. Oui. Un autre en ligne peut-être 92 03 60 31. Ah, c'est fini? Bien, ben écoutez, on dit que c'est fini de l'autre côté. Angelo? Merci beaucoup. À bientôt. Ah bon? On conclut pas? Oh non, c'est déjà bon. On va continuer le travail, c'est tout. Oui, c'est la même chose, le travail continue. Avec le visage là. On va saluer une dame qui nous suit, qui aime cette émission, Yvette. Bonjour. Et voilà, excellent week-end, Yvette. Bon, d'accord, j'espère qu'elle est à l'écoute. Elle est à l'écoute. Oui, et qu'elle a eu donc son message particulier de Franck. Bon. Merci à Théo et son assistant. Appelez-moi, aimez le bon. Et ça fait vendredi prochain, on se retrouve. Salut.